Ok. Eh bien, très bien. Bonsoir à nouveau à tout le monde. Il y a certains qui viennent d'arriver. Bonsoir, Denis. Hello, hello. Hello, hello. Bon, ce soir, on est deux à animer ces webinaires autour d'un parcours, d'un nouveau parcours qui est celui de la longévité, du biohacking, qui s'ouvre aussi en France. C'est une nouvelle étape aussi pour tout ce qu'on vient de créer. Et donc, on avait envie avec Denis de créer ces webinaires pour vous parler un petit peu plus de notre approche euh, qui nous réunit autour du biohacking avec des composantes complémentaires parce que voilà, on va vous en parler, on va se présenter. Moi et Denis, on travaille dans la même direction mais avec des outils qui sont complémentaires, pas forcément les mêmes outils. Et c'est justement ça aussi la richesse de cette co-création. Je vais partager des slides. Tu me diras, Denis, peut-être si tu les vois. Hmm. Je commence les partages. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Yes. Super. Là, tu vois un plein écran, ça Ouais. fonctionne? Là, c'est pas plein écran, là, c'est vraiment juste au. Mais c'est peut-être moi qui. Et voilà, là, c'est parfait, là. Parfait. Je laisse juste Ok. ouvert le chat s'il y avait des questions. Oui, on va revenir aussi de temps en temps, bien sûr. Ouais, Exactement. Si vous voulez partager avec nous des questions, il faut pas hésiter. la chose la plus simple, c'est effectivement dans les chats d'écrire. Puis de temps en temps, on va arrêter les partages, revenir et échanger. Donc, si vous avez des questions, à la fin, on prendra vos questions avec Denis. Et l'idée, c'est de passer cette heure ensemble à vous expliquer qu'est-ce qu'on entend avec biohacking et qu'est-ce qu'on entend avec longévité et qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon concrète et scientifique et pratique dès maintenant pour que ça soit quelque chose qui fait partie de nos vies et que ça puisse bénéficier aussi à nos vies. Donc c'est un parcours que moi j'ai fait depuis quelques temps en Italie. J'ai commencé en 2021. J'ai fait 5 éditions de ces parcours en Italie. Je viens de terminer en mai la 5e édition. Et puis ça faisait un petit moment avec Denis qu'on s'est dit bah pourquoi pas les faire en France aussi. Et vu avec les retours des Italiens, qui maintenant ils sont tous centenaires hein, depuis, on va les continuer. Donc je me présente parce que peut-être il y a des personnes qui ne me connaissent pas ce soir, qui connaissent peut-être Denis, mais pas moi. Donc moi, j'ai fondé Inspire et l'Académie Inspire depuis 9 ans. Maintenant, je travaille avec des outils comme euh, la thérapie par les froids et les chauds, la respiration, les biohacking naturels et les mouvements. Mais à la base, j'ai un parcours d'ingénieur. Donc, je suis un ingénieur énergétique et nucléaire. J'ai travaillé à Paris avant et après j'ai changé aussi des directions pour m'être dédié à l'énergie à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'énergie à des machines, qui est aussi utile. C'est une autre forme d'ingénierie. J'étais aussi athlète, j'étais gymnaste de haut niveau pendant plus de 15 ans et donc j'ai un parcours qui unit science, euh, performance aussi et transformation naturelle. Voilà, c'est pour moi c'est important aussi de pouvoir avoir des outils qui viennent aussi des années des pratiques ancestrales et naturelles. Et ma formation commence avec Wim Hof. J'étais son bras droit pendant plusieurs années pour la France et l'Italie. J'ai aussi les bras droits de Patrick McKeown avec l'Oxygen Advantage pour la France et l'Italie. Je suis aussi formé au yoga et à l'animal flow et je suis passionné de tout ce qui est les mondes de l'optimisation des soi par rapport à son potentiel interne. Et ça passe aussi par par une bonne vitalité, par une bonne énergie, par une bonne santé. Donc on ne peut pas oublier ça pour vraiment déployer ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Et à aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes, que ce soit des stages, que ce soit des formations en ligne, que ce soit des conférences. Voilà, j'ai pu coacher des dirigeants d'entreprise, des gros sportifs. J'étais aux Jeux Olympiques de Paris l'année dernière avec une équipe. On a pu faire une médaille, 2 médailles, pardon, des thérapeutes. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous guider aussi avec ces outils euh, pas que la performance physique et sportive, on peut aussi parler des performances mentales, inconscience dans le sens que c'est quelque chose que nous pouvons continuer dans un parcours. Et c'est pas juste à un moment, on fait quelque chose, puis ça part, on oublie, on revient à des mécanicités anciennes. Mais est-ce qu'on peut faire un parcours où on intègre ça dans la vie de tous les jours?
Et voilà, Denis, je te laisse la parole pour te présenter aussi. Ok, merci, merci. Alors donc pareil, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc Denis Coster, moi je suis médecin, anesthésiste, réanimateur depuis une vingtaine d'années et je m'intéresse à ce qu'on appelle la médecine dite anti-âge, même si le terme maintenant est un peu galvaudé. Maintenant, on aurait plus tendance à parler de la médecine de la longévité, ce qui moi je préfère parce que c'est un terme beaucoup plus positif. Anti-âge, ça fait réactif. Longévité, on a l'impression quand même d'avoir quelque chose, une manière de faire plus proactive. Donc, moi, je me suis intéressé donc à cette fameuse médecine depuis à peu près une dizaine d'années et j'ai passé les deux diplômes universitaires de médecine dite anti-âge qui existent. Et pour la petite histoire, je suis en train de finaliser un diplôme sur diplôme universitaire de longévité et vieillissement à la faculté de médecine de Lille avec d'ailleurs un des participants que je salue qui est également élève à ce diplôme universitaire. Donc moi, je m'intéresse à la longévité, à la médecine de prévention, à la santé corps-esprit, hein. Je suis médecin, mais je suis également coach, hein. J'ai été certifié coach et je suis également instructeur en hypnose. J'ai pas mal travaillé avec l'hypnose. J'avais un cabinet d'hypnose et de coaching. Maintenant, je l'ai un peu laissé tomber parce que justement, je m'oriente beaucoup plus sur la médecine de la longévité. Et j'ai écrit différents livres, hein. J'ai été édité chez Larousse, Albin Michel. Et pour ce qui est de ce qui nous intéresse, j'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking qui s'appelle Le Manuel de démarrage de biohacker, que j'ai auto-édité il y a de ça maintenant 3 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, qui était le premier livre qui brossait un peu les bases du biohacking. Et Scoop, mon nouveau livre sur le biohacking, a été accepté par une grande maison d'édition. Donc, en début 2026, je vais avoir un livre chez une grande maison d'édition. Le biohacking, maintenant, commence à être quelque chose d'assez répandu. On aura l'occasion de discuter de ce qu'est le biohacking, mais ça devient un peu plus répandu maintenant. D'ailleurs, pour la petite histoire, la semaine prochaine, je vais parler de biohacking à un congrès de médecine. Donc même maintenant, les médecins s'intéressent au biohacking et c'est super. Comme disait Léo, le biohacking, ça peut vraiment être à la croisée des chemins entre des choses ancestrales et puis de la technologie. On peut même aller vers la biotechnologie. Je dirais c'est presque sans limite, tout en gardant quand même l'idée qu'on n'est pas là non plus pour modifier l'être humain, mais plus pour chercher à l'optimiser. Voilà pour, pour avoir brossé un peu mon CV. Merci, Denis. D'ailleurs, moi, je suis intervenu dans plusieurs congrès de médecine en Italie, des congrès des médecins, comme tu dis, plusieurs années. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que ces médecins me demandent d'intervenir sur la respiration et les froids, notamment. Je n'ai pas eu l'occasion de les faire en France, ou un peu moins, mais tu me dis que ça s'ouvre aussi en France par rapport à la médecine et le biohacking. C'est la première année, là. J'ai été orateur il y a 2 3 mois à Monaco au World Anti-Aging Congress à l'Institut donc de médecine anti-âge internationale à Monaco. Donc c'était la première fois que le biohacking était représenté à un congrès, à un tel congrès médical. Euh, bon, ça va se développer. De toute façon, on sait très bien qu'en France, on est assez rigide et on prend un peu le temps par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts, comme l'Italie, la Suisse ou la Belgique, qui sont assez ouverts. Bon, nous, on est français, donc forcément, tout est un petit peu plus compliqué. Et pour l'anecdote, quand j'ai commencé à pratiquer les froids la méthode Wim Hof, la France était beaucoup plus ouverte que l'Italie, je t'assure. C'est aussi un Ouais. côté culturel. Et donc, Mm. j'ai dû un peu tout le temps commencer mes formations en France et puis les amener en Italie. Mais pour les biohacking, c'est l'inverse. C'était beaucoup plus réactif déjà il y a 5 ans en Italie et maintenant, on est en train de porter ça en France. Mais effectivement, je sens que ça s'ouvre maintenant. On est voilà, un peu peut-être, comment dire, à l'avance par rapport à quelque chose qui est en train de s'ouvrir, et bah, qui vient des États-Unis hein, comme terme mais aussi comme pratique. Donc, mais qui en réalité, il existe depuis plus que ces termes, hein. On va en parler, mais on va peut-être aussi, si tu veux donner ta définition, moi je donnerai un peu ma définition aussi du biohacking dans quelques instants. Mais je voulais introduire, j'ai ajouté juste quelques concepts que je trouve intéressants. Moi, je suis aussi sur un podcast et j'ai lu des livres et d'un personnage qui est intéressant, que tu connais aussi, qui est Peter Attia, On a la même qui, coiffure. voilà,
La même coiffure, exactement. Vous êtes brothers, vous êtes frères. Hmm, les quatre horsemen, ils les appellent, ou alors les quatre causes des mortalités majeures dans les mondes. Et, et il a écrit un très bon livre qui s'appelle Outlive autour de ça. Comment en fait on peut travailler de façon préventive par rapport à ça. Mais prévention, ça ne veut pas juste dire, comment dire, euh, c'est prendre plus tôt et puis faire des tests, des analyses et puis peut-être prendre des médicaments. Mais c'est vraiment changer les styles de vie, utiliser les biofeedback pour mesurer, etc. Donc, il parle bien sûr des tumeurs du cancer, la première cause. La deuxième, c'est toutes les maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, etc. La troisième, c'est les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, mais il y en a d'autres. Et la quatrième, c'est tout ce qui est en lien avec les dysfonctionnements métaboliques ou les syndromes métaboliques, en lien avec les diabètes aussi, la santé mitochondriale et la graisse abdominale. Voilà, après, c'est pas en soi grave, mais c'est un indice. Donc ça, il dit, c'est les quatre causes principales des mortalités. Et en France aussi, on est un peu... Tu me diras, Denis, et je te laisse compléter par rapport à ça, parce que c'est toi le médecin et tu connais encore mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a un peu une urgence par rapport à ce qui se passe. Un décès sur trois lié aux maladies cardiovasculaires. Donc on sait que les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose qui nous touche. 382 000 nouveaux cas de cancer chaque année, c'est beaucoup. Un adulte sur deux en surpoids obèse. Les diabètes touchent 4 millions de personnes. Donc, ce sont des maladies qui sont liées à la modernité, parce que je pense que c'est quelque chose qui était plus rare il y a 100 ans qu'est maintenant. Donc, ils sont liés sûrement à notre style de vie et aussi en quelque sorte liés au progrès et en grande partie évitables avec des actions qui sont relativement simples et la science connaît déjà. Donc, c'est une question aussi d'échanger d'approche mentale. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces deux slides, Denis. Oui, alors effectivement, en fait, complètement aligné avec ça. Euh, les maladies chroniques, on parle des quatre calés de l'Apocalypse, hein, c'est comme ça que les appelle Peter Attia. On peut en rajouter d'autres hein, qui sont également souvent mortelles, les maladies respiratoires, les maladies rénales notamment. Mais tout ça, ça a des facteurs communs. Ce qui est très très intéressant, c'est que ces maladies du vieillissement, elles ont des origines, je dirais, cellulaires et moléculaires qui sont très très proches du vieillissement lui-même. En fait, les chercheurs ont déterminé qu'il y avait à peu près 12 facteurs de vieillissement qu'on appelle les hallmarks of aging. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on a une défaillance dans ces hallmarks of aging, non seulement on vieillit plus vite, mais en plus on est plus susceptible d'avoir ces maladies chroniques. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le mode de vie a réellement une action au niveau cellulaire et moléculaire sur ces hallmarks of aging et sur la prévention de ces maladies. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire, oui, bien sûr, pour vivre plus longtemps, il faut bien manger, bien dormir, pas trop stresser, faire du sport. Oui, c'est vrai d'une manière intuitive, mais ce qui est super, c'est que ça a vraiment été recherché, ça a été démontré par la science, ça a été même montré au niveau moléculaire et cellulaire. Et c'est intéressant de savoir que, puisque c'est prouvé et que c'est étudié, on a les moyens d'optimiser tout ça. On a les moyens d'avoir une meilleure nutrition, une meilleure gestion du stress, un meilleur sommeil, une meilleure activité physique, parce que justement, on a des moyens, on a des métriques pour vérifier l'évolution de ces marqueurs. Concernant la mortalité, je vais rajouter même une donnée qui, moi, me touche bien sûr, parce que moi, je suis plus âgé que Léo, hein. Moi, j'ai 52 ans. Eh bien, un Français sur deux, à peu près de 52 ans, a au moins une maladie chronique, que ce soit maladie cardiovasculaire, début de cancer, maladie métabolique ou autre. En tout cas, un Français sur deux de plus de 50 ans a des signes de maladie chronique. Donc, c'est pas du tout à prendre à la légère. Ok, merci beaucoup. Je savais pas, c'est énorme, hein, un sur deux Mm. à 50 ans, Ouais. sachant que souvent ces maladies chroniques, ils ont aussi un time span des combien? 10, 20, 30 ans. Donc, Ah oui, tout à fait. Bah, les maladies cardiovasculaires, on sait très bien que ça commence très très tôt. Alors c'est difficile de dire à partir de quel âge ça commence, mais la prévention, enfin faire de la médecine préventive, ou de la prévention, hein, si on n'utilise pas le terme de médecine, mais en tout cas la prévention, c'est valable dès, je dirais presque dès l'âge
de 20 ans, quoi. En tout cas, à partir de 30 ans, c'est vraiment utile. À partir de 40 ans, c'est fondamental. À partir de 50, c'est obligatoire. Ok, merci. Ok, alors je continue. Une autre chose qui m'a vraiment plu des Piteratia, c'est ces changements des paradigmes, cette façon d'échanger, notre façon de voir les choses et repenser aussi la médecine par rapport aux maladies chroniques, ce dont tu viens de nous parler. Et lui, il parle des trois médecines. La médecine 1.0, c'est les interventions en cas d'accident, qui est hyper importante, hein, bien sûr. Ça, on la veut avec nous. On veut les médecins qui sachent nous remettre ensemble si on tombe un morceau, s'il y a un accident. Mais après, il y a la médecine 2.0 qui aujourd'hui est celle qui est la plus utilisée. Lui, il parle de la médecine de la réduction des symptômes. C'est-à-dire, on a déjà le problème, et là, comment on aide par rapport aux symptômes. Et lui, il dit il faut basculer vers la médecine 3.0, celle qui, en fait, est la prévention. Et comme tu as dit, il dit la même chose. La prévention, ça se pense bien, bien plus tôt qu'il y a le problème. Effectivement, il dit apprendre à respirer, apprendre à bouger, la force musculaire, les métabolismes, les mitochondries et tout ça, ça se fait à partir des 20 ou 30 ans, quand tout va bien. Parce que c'est quand même des courbes indécentes. Donc si on monte des plus hauts, bah, la descente dans les temps, ça prend plus de temps. Donc on veut parler des longévités, et longévité en santé, c'est important. Voilà, cette médecine, lui, il a vraiment une clinique spécifique à la longévité. Il a fait des études lui et d'autres personnes, il a identifié deux paramètres ils ont vraiment un impact très très fort sur la positivité de la longévité. Et un, il est corrélé au VO2 max, donc l'endurance et la capacité respiratoire, donc la respiration. Et l'autre, la force et la stabilité, donc liées au mouvement. Et ça, c'est ces deux choses qui lui met vraiment en avant, mais il parle aussi d'alimentation, il parle de sommeil. Et il parle aussi d'une autre chose que je vais vous dire dans quelques instants, parce que ça, on n'y pense pas beaucoup dans la longévité, mais c'est très importante. Moi, ça m'a touché personnellement qu'il parle des respirations et mouvements, parce que c'est un peu de là où je viens. Et je me suis dit, ah, finalement, cette approche au biohacking naturelle, parce qu'on peut utiliser des exercices, des techniques avec notre corps et la nature sans besoin d'intervention autre, c'est quelque chose de très efficace, apparemment. Je te laisse rebondir si tu veux, Denis, aussi par rapport à ça. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que de toute façon, la longévité, c'est un ensemble de piliers. Donc, effectivement, il y a le pilier mouvement. Je vais mettre la respiration aussi dans le mouvement, parce que finalement, la respiration, elle se fait souvent en mouvement, même si on peut faire la respiration immobile. Donc, il y a le mouvement, l'activité physique. Il y a l'alimentation, la gestion mentale. On peut aussi dire la gestion du stress. Le sommeil qui est également un marqueur fondamental. Après, il y a aussi les relations sociales et éventuellement les compléments alimentaires. Mais ça, les compléments alimentaires, c'est entre guillemets la cerise sur le gâteau. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant, mais quel complément alimentaire faut que je prenne? Et en fait, tant qu'on ne commence pas par les bases, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Effectivement, il faut commencer par les bases, par les fondamentaux. Et ensuite, effectivement, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est ça le biohacking. C'est pas uniquement aller se jeter sur les compléments alimentaires. Beaucoup de personnes pensent que, il faut uniquement jurer par les biomarqueurs. Donc tout le monde cherche à aller faire des prises de sang. La question est de savoir qui est-ce qui fera le plus de marqueurs, de biomarqueurs dans le laboratoire. Et après, on va se gaver de compléments alimentaires. Ben, non, ça, c'est pas la prévention. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Donc vraiment revenir aux fondamentaux. Et la respiration, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est la VO2 max, parce que la VO2 max, c'est en fait la capacité d'utilisation de l'oxygène par l'organisme. Quand je disais tout à l'heure que toutes ces choses qui semblaient un peu intuitives avaient été prouvées par la science, la VO2 max en a un très bon exemple, c'est-à-dire que même si on sait qu'avoir une bonne respiration, c'est essentiel, l'intérêt c'est que la VO2 max, on peut la mesurer et on peut mesurer aussi son évolution. Et à partir du moment où on connaît son évolution, on peut à peu près prédire quel sera notre VO2 max à tel ou tel âge. Et l'idée c'est de savoir, voilà, bon, quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que je vais être capable de faire? Et donc, si je veux être capable de mettre, je dis n'importe quoi, courir un marathon à 80 ans, donc il va me falloir à 80 ans une certaine VO2 max. Donc, pour que j'ai tel VO2 max à 80 ans, eh bien il faut que là, maintenant à 50 ans, j'ai une certaine VO2 max à atteindre. Donc, ça donne comme ça des métriques et des objectifs.
C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est cette objectivation des, des buts et des objectifs. Et une chose que je peux ajouter, c'est que effectivement, avec l'âge, les VO2 max ont tendance à décroître. Donc, effectivement, c'est une courbe qui descend. Elle n'est pas forcément linéaire, mais c'est vers la descente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec des exercices, des rééducations respiratoires et d'entraînement respiratoire, on peut augmenter même si les temps avancent. C'est-à-dire que Denis, qui a Clairement. 52 ans, pourrait avoir un meilleur VO2 max des moi, qui est n'ai 36, parce qu'il a travaillé sa respiration, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose déterminer quelqu'un des plus âgés à moins des VO2 max parce qu'il est plus âgé. Et même moi-même, par rapport à mon âge, je peux avoir un VO2 max meilleur dans les futurs si je travaille ma respiration. Donc ça donne vraiment un pouvoir d'action assez intéressant, même si on part en retard. Donc on ne peut pas se dire, bah, finalement, je n'ai pas travaillé à 20 ans ma respiration, c'est trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Même à 80 ans, on peut travailler. Ah oui, clairement. Et ça, c'est une courbe. Alors, l'image, c'est moi qui ai pris en photo au livre. Donc, elle est simple, mais il montre la différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et ça, je pense que c'est intéressant. Donc, dans l'axe vertical, vous avez entre 0 et 100% votre, si vous voulez, santé et vitalité. Et dans l'axe horizontal, vous avez l'espérance de vie. Et vous avez la courbe noire, c'est la médecine qui soigne les symptômes. On voit qu'effectivement, à un certain moment, ça chute assez rapidement et qu'on passe une bonne partie des dernières années, on part d'une décade par exemple, où on n'est pas en très bonne santé. En fait, la vitalité est très basse. Et elle commence à décroître assez tôt, en fait, dans votre espérance de vie, mais à un certain moment, vous vivez avec une vitalité très basse. OK. Et la médecine 3.0, c'est la courbe en pointillé avec les traits. Vous voyez qu'en fait, ça reste haut assez longtemps. Vous êtes L'objectif de cette médecine 3.0, c'est de vous garder avec une haute vitalité et santé assez longtemps. Et que quand ça doit chuter, ça chute. Il y a une augmentation de l'espérance de vie, oui, mais il y a surtout une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Et ça, je pense que c'est assez important d'en parler, c'est qu'on gagne 10 ans, oui, mais on gagne 10 ans en bonne santé. On ne gagne pas 10 ans en étant en difficulté. Ça, c'est quand même, je pense, un point à souligner. Ouais, en fait, c'est vraiment toute la différence. Et il n'y a pas vraiment de très très beaux termes en français. Tu as utilisé espérance de vie en bonne santé. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser les termes américains de health span et lifespan. Lifespan, c'est la durée de vie. Health span, c'est la durée de vie en bonne santé. On va dire que d'une manière un peu schématique, la durée de vie, c'est à peu près les 80-84 ans. Et la durée de vie en bonne santé, c'est à peu près 65-66 ans. Donc ça veut dire quoi? Vous avez tous suivi l'actualité, on augmente l'âge de la retraite à 67 ans, et ben, pas de bol, c'est l'âge à partir duquel on commence à avoir une santé qui décline. Donc vous travaillez toute votre vie, vous arrivez à la retraite à 67 ans, vous prenez votre retraite et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent et vous commencez à décliner et vous n'allez pas pouvoir bien profiter de votre retraite. D'où l'intérêt d'anticiper, comme on dit que la retraite, ça se prépare, ben, la retraite, ça se prépare également sur le plan physique et mental dans la longévité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De toute façon, vous pouvez très bien voir autour de vous, la plupart des gens que vous pouvez connaître vont à peu près bien, du moins pour ceux qui prennent soin d'eux, jusqu'à peu près 80 ans. Et à partir de 80 ans, on voit que de toute façon, c'est la chute assez rapide. On n'a pas la prétention de dire qu'on peut atteindre 100, 110 ans, 120 ans, 130 ans. On peut même se demander si c'est souhaitable. Ça, c'est des questions éthiques sur lesquelles on peut revenir plus tard. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas repousser cette limite d'être bien, non pas à 80 ans, mais à 90 ans? Ça serait déjà quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce que Peter Attia appelle la décade marginale. Donc déjà l'idée de gagner au moins 10 ans de santé. Parce que je pense que tout le monde est OK qu'il vaut mieux mourir à 80 ans en bonne santé que à 90 ans traînant dans un hospice avec un Alzheimer, hein, ça. Merci. Oui, effectivement, ça c'est intéressant. Ici où je suis en Himalaya, en Inde, j'ai rencontré un professeur de yoga qui a 75 ans et qui est vraiment, vraiment en forme. Et quand on voit ça, on dit, bah oui, ok, on peut être vraiment en forme à 75 ans. Ça, c'est un exemple d'un homme. On en trouve bien sûr aussi en Europe, en France, en Italie, mais c'est peut-être plus rare. On a peut-être des modèles différents. Ok.
Juste, je voulais vous partager ça parce que je l'ai trouvé assez intéressant dans mes recherches. Ça m'a surpris l'impact positif qu'il y a sur, sur la santé, la santé bucco-dentaire par rapport à la flore orale, par rapport à la réduction de l'inflammation systémique, et les liens bien sûr avec les microbiotes ou les microbiomes en fonction. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un élément tellement simple. On parle de se laver les dents, en fait. Mais finalement, ça impacte tout notre système de façon tellement plus profonde. Et dans certains types de médecine, qu'on pourrait définir comme médecine orientale ou autre, par exemple, c'est quelque chose qui est assez préconisé, de garder aussi une hygiène au niveau de la flore orale, en plus qui est l'hygiène de la flore intestinale. Et un élément qui joue énormément sous la flore buccale, c'est la respiration. Une respiration orale faite par la bouche, ça change la flore buccale et c'est au détriment de notre santé. Quand on garde la bouche fermée tout le long de la journée parce qu'on respire par les nez, mais aussi la nuit, c'est très important de ne pas respirer par la bouche la nuit. On a aussi ces côtés positifs. Donc je voulais vous mettre juste cette curiosité parce que des fois on peut se dire, OK, on parle des quoi des façons c'est quoi en fait les éléments dans les styles de Mm. vie, dans Mm. l'hygiène des vies peuvent avoir un impact? Mais il y en a plein et certains sont extrêmement simples. Il s'agit juste de les connaître et de savoir comment les mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi voilà, pratiquer facilement lors du moment des séminaires qu'on va vous proposer. Mais c'est pas forcément des choses complexes qui peuvent avoir un impact important. On peut aussi se dire que c'est des choses des fois plutôt simples qui vont avoir un impact fort. Et après, il y a des instrumentations ou des compléments alimentaires, comme tu dis, qui c'est la cerise sous les gâteaux. Mais si à la base, nous ne sommes pas propres à l'intérieur, ça va être difficile, n'est-ce pas, d'agir de l'extérieur. Oui, alors surtout, enfin, je suis complètement d'accord avec cette histoire de santé bucco-dentaire. En fait, je vais être un peu trivial, mais la bouche, c'est même plus sale finalement qu'un anus. Donc on a une flore dans la bouche qui est absolument monstrueuse, il y a énormément de microbes dans la bouche, mais c'est des microbes auxquels nous sommes habitués. À partir du moment où il y a un équilibre dans ce microbiote buccal, tout va très bien. C'est comme le microbiote au niveau du côlon. Tout se passe très très bien. Par contre, quand il y a un déséquilibre au niveau de la flore bucco-dentaire, effectivement, il peut y avoir une inflammation. Et c'est quelque chose qui peut créer une inflammation systémique. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des maladies cardiovasculaires. Euh, les soins dentaires sont essentiels chez les gens qui ont des problèmes cardiaques parce qu'il y a des infections cardiaques, notamment qu'on appelle les endocardites, qui sont bien souvent dues à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, c'est vraiment essentiel de vérifier la santé des dents. De même, quand quelqu'un doit avoir une prothèse, prothèse de hanche, prothèse de genou ou autre, on est fait très attention de chercher tous les foyers potentiels bucco-dentaires parce qu'on sait très bien que c'est à la base d'une infection et d'une inflammation qui peut être gravissime. Donc, c'est essentiel de prendre soin de sa bouche. En sachant que, il faut éviter, mais ça, on pourra détailler, mais en tout cas, les brossages trop agressifs qui abîment l'émail ou qui abîment les gencives et qui risquent de déchausser les dents. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Je ne suis pas dentiste, hein, mais en tout cas, il y a plein de choses à dire sur cette hygiène bucco-dentaire. Oui, tout à fait. On en parlera lors du séminaire qu'on va proposer pas loin de Paris. Un des coachs de l'Académie Inspire que je formais à la respiration, il est chirurgien dentiste. Donc on a pu échanger longuement par rapport à ça et effectivement, il confirmait comment c'est importante la santé de la bouche, y compris toute la sphère ORL, non seulement les dents, mais la langue aussi, les palais. Donc voilà, il y a des choses, on verra ça aussi en pratique. Alors, très rapidement, moi, je vais vous parler des piliers qui m'y sont chers, qui m'y sont très chers. La respiration, par exemple, et toutes les personnes qui m'y suivent les savent, parce que j'en parle très souvent, mais aujourd'hui, il y a 90% des gens qui n'ont pas une respiration fonctionnelle, qui ont des problèmes de respiration. Soit ils respirent de façon buccale, soit thoracique, soit trop rapide, mais dans les 25 000 respirations que nous faisons par jour, ça c'est énorme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, 9 personnes sur 10, c'est énorme. Et on sait pourtant que bien respirer, ça peut aider pour régler le système nerveux autonome,
aider à la gestion du stress, même c'est dynamisé au niveau énergétique. Et c'est une fonction sur laquelle on a un prisme d'action consciente. Donc, apprendre à respirer, c'est reprendre un contrôle aussi de la vitalité. Et si je me rappelle bien les pourcentages qui disait Peter Attia, ça peut avoir un impact des 30 à 40% positifs sur notre health span, de bien respirer. Donc, ça revient au VO2 max, ça revient à notre capacité à gérer l'essoufflement, notre endurance et notre récupération. Et bien sûr, l'oxygénation. Un autre pilier qui m'est cher, c'est les froids. L'exposition au froid, utilisée sagement et des fois aussi combinée avec les chauds. Donc, j'ai écrit des livres sur la respiration, mais j'ai écrit aussi un livre sur les protocoles du chaud et du froid. Ça peut être utilisé pour aider les systèmes nerveux, réduire l'inflammation et aider l'immunité. Ça peut être aussi utilisé comme forme de eustress, un stress positif et bénéfique sur des courts termes avec des doses modérées, avec un protocole d'application juste. Voilà, il ne faut pas forcément exagérer avec les froids, c'est un peu l'erreur classique. Ça peut être très intéressant et c'est une force qui est utilisée depuis des millénaires, hein. Ça a été validé par la science avec des multiples études, c'est fait partie des multiples traditions humaines dans plusieurs endroits du monde. On sait que ça aide par rapport au métabolisme et l'énergie, la bonne humeur, mais aujourd'hui, on sait que ça peut aussi contrecarrer certains effets de la modernité. Et donc là, 1 minute d'inconfort pour des années de bénéfices, c'est un des pouvoirs du froid, mais vraiment 1 minute. On ne parle pas de rester 15-20 minutes dans des bains froids. Ça pourrait être trop. Donc voilà, là, l'image que vous voyez, c'est une image un peu avancé. C'est quelque chose que moi j'aime faire, mais c'est pas ça qu'on fait tous les jours. Là, c'est un lac gelé en Laponie. Ok, c'est très froid. On n'a pas forcément besoin de ça tous les jours pour utiliser les froids. Et on verra ça aussi lors du séminaire avec les exercices de respiration et les froids, que c'est quelque chose finalement qu'on peut intégrer dans une routine quotidienne sans basculer toute notre vie et qui prend peu de temps. Voilà, donc ça, ces deux éléments, la respiration et les froids, ils se basent aussi sur l'hormèse. Et il pourrait se dire que c'est un stress qui nous rend plus forts et trop de confort peut nous tuer. Donc, c'est les principes aussi d'une dose contrôlée qui peut renforcer l'organisme. Et des exemples des stress hormétiques pour les corps sont les froids, les chauds, la respiration, comme les apnées, mais aussi les jeûnes, l'alimentation, les mouvements, l'effort. Donc, ce sont toutes des pratiques qu'on sait qui peuvent activer des mécanismes aussi des réparations cellulaires. Et on sait que ça peut aussi stimuler la longévité, la résilience mentale, ainsi que physique, et nos fonctions vitales. Donc, ces trois éléments-là, moi, je les mets ensemble dans les biohackings naturels. Donc, réapprendre à s'exposer à la nature, réapprendre à utiliser son corps. Des façons juste, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus avec ces piliers, hein. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut en faire trop. Ça aussi, il faut trouver la voie du juste milieu. Et il est plus sage celui qui va un peu plus doucement de celui qui l'accélère trop vite, hein, par rapport à l'application de ces protocoles. Et c'est vraiment très important d'être guidé. Moi-même, à la base, quand j'ai commencé en 2016, j'avais pas beaucoup des personnes qui pouvaient m'apprendre. La seule personne était Wim Hof à l'époque, et je vous assure, je suis allé trop vite, hein, au démarrage. Bon, après, j'étais assez jeune, j'ai pu récupérer, mais je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas utiliser ces piliers, ni la respiration, ni le froid, et ils se font plus du mal que du bien. Et pourtant, si on sait les utiliser bien, ça peut vraiment être intéressant. Voilà pour ces trois éléments. Denis, tu veux rebondir sur ces éléments? Alors, oui, sur ces éléments, juste un point, puisque là, j'apporte peut-être un petit éclairage un peu scientifique, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que tout ça c'est prouvé et comment ça marche? Alors, ce qui est intéressant, c'est que au sein de nos cellules, il y a des usines à énergie qu'on appelle les mitochondries. Et en fait, les mitochondries, elles ont besoin de créer de l'énergie cellulaire sous une forme de molécule qu'on appelle l'ATP. Je ne vais pas être trop précis dans le descriptif scientifique, mais c'est important de comprendre qu'en fait, ces mitochondries, pour fabriquer cette énergie, elles produisent des déchets, ce qu'on appelle les oxydants, hein. Quand on dit qu'on a des oxydants ou qu'il faut prendre des antioxydants, c'est par rapport à ces déchets qui sont produits par nos mitochondries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on pousse nos mitochondries par l'hormèse à un espèce de stress, on oblige nos mitochondries à augmenter leur activité. On les oblige aussi à créer plus d'oxydants, mais on les oblige aussi à créer plus d'antioxydants naturels pour
équilibrés. Donc nos mitochondries ont plus l'habitude de créer ce système protecteur qui leur permet d'être plus résilientes, plus résistantes. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre que c'est pas juste je prends un bain froid et ça me fait du bien. Non, prendre un bain froid ou bien faire des exercices respiratoires ou bien jeûner ou faire de la musculation hein, également ou l'exercice fractionné, tout ça c'est des choses qui permettent à nos mitochondries d'être plus fortes, de pouvoir produire plus d'énergie, de pouvoir produire plus d'antioxydants. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Après, le biohacking, c'est quelque chose qui est extrêmement large. C'est-à-dire que, voilà, Léo vous parle d'un biohacking qui est très naturel, puisque c'est comment dirais-je, c'est sa ligne directrice. Le biohacking, c'est un concept qui est en fait bio, la vie, hacking, la piratage, l'optimisation. L'idée, c'est comment optimiser notre biologie, optimiser notre vie à travers l'optimisation de notre biologie. Et en fait, on ne peut optimiser que ce que l'on peut mesurer. C'est pour ça que c'est important tout d'abord de déterminer les déséquilibres qu'on peut avoir. Ça peut être des déséquilibres physiologiques, des déséquilibres biologiques, ensuite équilibrer ces déséquilibres, ensuite améliorer ce qui peut l'être. Et c'est exactement pareil quand Leonardo il va travailler, c'est-à-dire qu'il va déterminer par exemple les éventuels déséquilibres au niveau de la respiration, il peut corriger après ces équilibres, enfin ces déséquilibres plutôt, et après il peut optimiser, améliorer. Donc c'est toujours ce concept en trois parties. Je cherche les déséquilibres, je les équilibre et j'optimise. Merci, Denis. Les derniers éléments qui pourraient être peut-être des fois un peu oubliés, c'est la santé émotionnelle. C'est les piliers émotionnels. Et la fin du livre Outlive de Peter Attia, il dit, bon, j'avais optimisé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais un médecin qui aidait les autres à aller mieux, mais moi, j'étais un vrac au niveau émotionnel. Et je me dis que moi aussi, je dis sans instabilité émotionnelle, il n'y a pas ni de joie, à quoi bon? Si on a des traumatismes encore fermés, ou fragilité, ou une instabilité émotionnelle et psychologique, ça peut être difficile. Donc, dans l'expérience qu'on vous propose, on utilisera aussi des outils de respiration qui s'appellent breath work, c'est-à-dire on travaille avec du souffle, qui peut travailler en profondeur au niveau psychique pour libérer aussi des fardeaux qu'on peut porter qui nous rend littéralement lourds. Donc, on ne peut pas oublier la santé émotionnelle aussi dans cette équation. C'est quelque chose de plus difficile à travailler parce que des fois, ça reste un peu vague, mais il faut pas l'oublier. C'est peut-être quelque chose on a un plus du mal à mesurer aujourd'hui, même s'il y a des chartes, des mesures, hein, des tests et des évaluations qui sont faits. Et je travaille aujourd'hui avec les CNRS, donc j'ai un partenariat des recherches autour du froid et des stages que je propose, où il y a aussi des questionnaires où on évalue certains paramètres. Donc on peut le faire, mais c'est pas quelque chose où on met une montre, on bague, ou on appareil, on mesure notre état émotionnel, même si bien sûr ça a un lien avec les systèmes nerveux. Voilà, Denis, je te laisse aussi nous parler un peu plus, si tu veux, aussi Ah non, ça c'est encore moi, pardon. Juste après, je te laisse, Denis, parler un peu plus d'une partie que toi tu veux ajouter. Donc oui, je vous disais, ça fait 5 éditions où je présente un programme et un séminaire biohacking en Italie. Et là, on l'ouvre en France, donc vous êtes un peu les premiers à avoir ces informations. Et c'est une équipe vraiment pluridisciplinaire parce que c'est moi, Denis et aussi Chaya par rapport à la dimension plus respiratoire. Et c'est vraiment un parcours et un programme en 3 phases qu'on a pensé parce qu'on s'est dit c'est important de vivre un moment des séminaires immersifs avec des conférences, des tests et des ateliers pour vous faire apprendre. Mais c'est important aussi d'avoir en partie des diagnostics en amont avec quelqu'un qui s'y connaît, qui sait vous donner des diagnostics, qui sait mesurer et analyser, et en partie aussi des suivis individuels post-immersion, post-séminaire, pour vous accompagner. Donc c'est un parcours. Et c'est quelque chose d'extrêmement valable parce que trouver des personnes qui puissent nous suivre et nous donner des pistes individualisées par rapport à ça aujourd'hui, c'est pas forcément facile. On peut avoir des expériences, mais après, on peut être aussi seul dans l'application. Donc là, c'est vraiment avant, pendant et après pour compléter quelque chose au sens large au niveau du corps, du mental et de la santé. Voilà, donc je te laisse parler un peu plus de la partie diagnostic personnalisé. Oui, alors c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est exactement comme disait Léo, c'est l'idée d'avoir un parcours parce que on a tous, enfin,
eu l'occasion de faire des stages, quels que soient les stages, hein. Ça peut être, je sais pas, un stage de plongée, un stage de tennis, un stage de randonnée ou de yoga, que sais-je. Et en fait, on est super content. En fait, on arrive, on fait un stage, on est bien boosté, on est à fond. Et ensuite, ben, progressivement, on commence à relâcher un petit peu. On relâche tout simplement parce qu'on n'a pas forcément la motivation de se dire est-ce que oui ou non ça m'apporte quelque chose ou est-ce que je peux mesurer l'apport que ça m'apporte. C'est pour ça que c'est intéressant. Et quand je parlais tout à l'heure de cette fameuse phrase, on ne peut optimiser que ce que l'on peut mesurer avec précision. L'idée, c'est d'abord effectivement de faire une base, d'aller chercher ces déséquilibres, de mesurer ces déséquilibres à travers des questionnaires, à travers éventuellement des biomarqueurs, des prises de sang qui soient vraiment assez poussées sans non plus aller chercher des tests extrêmement compliqués, hein. Tout ce qu'on peut proposer, ce sont des tests que vous pouvez faire dans n'importe quel laboratoire et qui vous donnent une belle photographie de votre état de santé et de tout ce qu'on peut le faire en matière de prévention. Donc, c'est des tests qui vont explorer votre métabolisme, votre inflammation, le risque cardiovasculaire et les hormones. Comme ça vous permet d'arriver dans ce parcours avec une base, de savoir d'où vous partez. Ensuite, sur place, des tests aussi fonctionnels. Comme je disais, il n'y a pas que les biomarqueurs. Les gens souvent ne parlent que des biomarqueurs, mais il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Par exemple, c'est pas un biomarqueur qui va remplacer la VO2 max. Donc, on peut aussi faire des tests fonctionnels. Alors, c'est pas forcément simple de faire des VO2 max si on n'a pas le matériel, mais il y a tout un tas d'autres tests que l'on peut faire qui donnent une idée de la VO2 max ou également de la capacité de récupération au niveau cardiaque. Il y a également des tests métaboliques extrêmement simples qui permettent de mesurer la masse grasse, la masse maigre. On ne cherche pas encore non, forcément à être extrêmement précis sur le chiffre. Ce qui est important, c'est pas tant le chiffre que l'on obtient, c'est plus l'évolution. Si par exemple vous avez une masse grasse de je dis n'importe quoi 25% et que ensuite, après quelques semaines de travail sur vous, vous avez 22%, vous dites, OK, il y a une différenciation. En fait, ça qui est vraiment intéressant, c'est l'évolution dans le temps. C'est vrai pour les tests fonctionnels, c'est vrai également pour les bilans. Si vous dites, je dis n'importe quoi, que vous avez une glycémie à 1,1, bah, en soi, c'est juste un instantané. Ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où vous faites un peu plus attention, où est-ce que sera située votre glycémie. L'idée, c'est vraiment l'évolution, d'où l'intérêt d'un parcours qui commence avant le stage, se poursuit pendant le stage et surtout se poursuit après le stage. Donc cette partie diagnostic va être faite par Denis, mais moi aussi je vais vous proposer quelque chose par rapport justement à des tests indirects de votre capacité cardiovasculaire, notamment en lien avec les VO2 max de façon extrapolée. Donc indirect, ça existe. Voilà, pendant, je te laisse reprendre, Denis. Oui, donc pendant le stage des conférences, donc conférences sur la longévité, alors c'est pas forcément apprendre comme étant presque des cours de fac, hein, c'est pas du tout l'idée, hein, les cours de fac, je les fais à la fac. Là, c'est vraiment, on va dire, d'une conférence qui soit aussi un échange et un partage d'informations. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir pour vous la possibilité de poser plein de questions et de découvrir vraiment comment, pour vous, vous pouvez améliorer votre longévité. Donc, comprendre la longévité pour pouvoir l'appliquer à soi-même. Une deuxième conférence pour parler des compléments alimentaires, quels sont ceux qui sont utiles, ceux qui sont obligatoires, ceux qui sont pas très intéressants, ceux qui sont vraiment à éviter, et là encore d'une manière très très libre. Et j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des compléments alimentaires auxquels ils sont habitués. On va voir si ça a un intérêt ou pas. On va pouvoir peut-être débunker certaines croyances. Et également une conférence sur les biomarqueurs. Comme je vous disais, il ne faut pas être esclave des biomarqueurs, mais c'est intéressant pour vous de comprendre ce que c'est les biomarqueurs et de pouvoir regarder et de comprendre aussi votre analyse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez votre prise de sang, c'est intéressant aussi que vous sachiez quel est tel et tel paramètre, à quoi ça correspond, à quoi correspond le HOMA, par exemple, à quoi correspond l'hémoglobine glyquée, à quoi correspond, que sais-je, le taux d'albumine. C'est intéressant pour vous d'avoir une notion. Alors là encore, on n'est pas là pour vous donner des cours de biologie extrême. C'est vraiment plus pour vous faire comprendre comment vous pouvez voir ces marqueurs et puis éventuellement les suivre au cours de votre vie.
Et puis, bien sûr, pendant la phase numéro 2, les pendants, les séminaires, les stages, eh ben, moi, je vais vous partager les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, les exercices, les pratiques des respirations, les pratiques avec les froids, les pratiques avec les mouvements. Et Chaya va nous partager par rapport à la pratique du breathwork et on aura des routines du matin, des routines du soir, vivre en fait quelques jours comme on pourrait faire si on était des biohackers hein, dans ce sens pour mettre en place une nouvelle dynamique et des nouvelles choix conscients, des nouveaux choix conscients par rapport à comment nous agissons sur notre quotidien. Donc cette phase du pendant, elle va être dans un lieu plutôt naturel, pas loin de Paris. Donc on a trouvé un lieu pas loin des Fontainebleau et en septembre. Donc là, je vais vous partager ensuite les dates aussi. Et ça nous amène au test fonctionnel personnalisé sur place. Oui, alors tout à fait. Ben, comme je vous expliquais, l'idée c'est de faire des tests fonctionnels, hein. Donc, on a parlé pour la respiration, mais on peut mesurer la glycémie postprandiale à travers une mesure extrêmement simple avec un tout petit peu de sang. On peut mesurer, concernant la fréquence cardiaque, le repos, l'activité physique et également la récupération. Tout ça, c'est des marqueurs extrêmement intéressants. On peut également mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque, hein, ce qu'on appelle parfois la HRV, Heart Rate Variability, qui est un, un élément extrêmement intéressant, notamment dans l'équilibre sympathique-parasympathique au niveau du système nerveux autonome. On peut mesurer la respiration avec ce qu'on appelle un peak flow, hein. Ça nous permet de savoir quelle est, je dirais, la qualité et la force de votre souffle. Et ensuite, au niveau de la mobilité et de la force, il y a des tests extrêmement simples mais qui sont extrêmement pertinents, ce qu'on appelle notamment le grip test. Il y a le test de la chaise, l'équilibre, la souplesse. Il y a tout un tas de, de de tests extrêmement simples qui peuvent vous donner des indications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas être obsédé par tel ou tel par tel ou tel test. Mais par contre, si par exemple je m'allonge par terre, la capacité que j'ai de me mettre debout sans utiliser les mains, moi je suis souple comme un hippopotame, pour moi c'est très difficile. Donc si on regarde uniquement le côté être capable de se relever sans les mains, ben, peut-être que je suis classé vieillard. Par contre, au niveau grip test, je suis classé jeune de 30 ans. Donc c'est intéressant de voir surtout là où vous pêchez et c'est surtout intéressant de voir quels sont les paramètres que vous pouvez améliorer parce que tout est améliorable. Super. Merci. Donc ça, c'est les tests qu'on fera sur place. Et en fonction des tests, bah, vous aurez un plan d'action qui est différent. Comme disait Denis, on n'est pas tous pareils. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir un suivi sous la phase 3 après les stages immersifs, un suivi individualisé avec des rendez-vous pour adapter justement tout ce dont on vient de parler, les routines, l'alimentation, les compléments, l'activité physique, les froids, la respiration. Et je te laisse, Denis, aussi ajouter par rapport à cette partie après. Oui, alors c'est vraiment important. L'après, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir l'évolution. Et c'est quand même beaucoup plus motivant de se rendre compte qu'on a une amélioration. Parce que si on n'a pas de métriques pour pouvoir se dire oui ou non, je suis dans la bonne ligne, c'est très difficile d'être motivé. Après, on est aussi bien conscient qu'on n'est pas non plus là pour vous transformer en cyborg ou en surhomme ou on n'est pas dans le transhumanisme et on est bien conscient aussi qu'il y a une grande partie de ce que vous allez pouvoir pratiquer que vous n'avez pas forcément continué toute votre vie. Et c'est pas du tout gênant. De toute façon, la vie, c'est aussi une succession d'apprentissages. Et c'est vrai que au moins, vous avez comme ça un panel de différentes techniques. Et c'est comme tous les enseignements. D'abord, vous prenez ce qui vous est utile, vous rejetez ce qui vous est inutile, ensuite vous adaptez ce que vous avez appris à votre expérience propre. Et c'est ça qui est vraiment une richesse personnelle. L'important, c'est que chacun puisse faire selon ses goûts. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'exposition au froid. Moi, je trouve que l'exposition au froid, c'est cool. J'adore aller faire des bains glacés, ça, j'ai aucun problème. Je me jette dans les baignoires avec des glaçons. J'ai commencé à faire ça avec Léo. Moi, ça me pose aucun problème. Mais par contre, le matin, quand je me réveille, aller prendre une douche froide, personnellement, no way. Donc, l'idée, c'est de vraiment adapter à ce qui vous convient.
On vous donne des principes, on vous fait vivre des expériences. Ensuite, en fonction de comment vous vivez ces expériences, vous allez les intégrer dans votre vie. Et en fait, vous allez voir que si ça vous apporte du bien, vous allez les intégrer dans votre vie parce que vous aurez plus envie de revenir en arrière. Oui, bah ça c'est clair. Et les groupes qu'on va suivre, c'est aussi un petit groupe pour justement vous permettre d'avoir plus de temps d'échange avec nous pour ajuster ces routines qu'on pratiquera ensemble par rapport à ce qui fonctionne pour vous. Et effectivement, moi, j'écris des livres avec des techniques, des protocoles, des routines, que ce soit la respiration, les froids, etc. Mais si on ne les adapte pas par rapport à qui nous sommes et notre besoin, ça risque d'être plutôt un frein qui est autre, parce que même si ça marche au début, ça ne va pas marcher dans la durée. Donc, nous avons vraiment besoin de ces temps pour rendre ça personnalisé. Et pour faire ça depuis des années en Italie, je vois que les résultats derrière, ils sont rapides en fait. Au moins, pas surtout, mais on parle des certains résultats en quelques semaines ou quelques mois. On ne parle pas en quelques années. Et ça, c'est mesurable derrière. Et les personnes même s'étonnent en disant, mais est-ce que c'est possible que c'est parce que je fais ce travail? Et oui, c'est parce que tu as fait ces changements. Voilà. Donc c'est ça, c'est un changement, c'est un tournant pour la santé. Ça donne une photo précise de votre état de santé à l'instant T quand vous arrivez et puis l'évolution à suivre par la suite. Ça donne des outils concrets qui sont interprétés par moi, Denis, d'autres experts. Donc ça vous permet aussi d'avoir un plan d'action clair pour continuer sur la suite et une expérience immersive qui est quelque chose qui transforme parce que ça agit au niveau de notre conscience des choses. Alors, je vous partage une petite anecdote personnelle. Par exemple, moi, je partage ces outils autour de moi et ma famille en Italie a toujours été un peu réticente jusqu'au moment où ils ont fait un stage immersif. Et là, il y a eu une expérience qui leur a donné envie et motivation d'échanger des choses. Et donc maintenant, eux, ils pratiquent aussi dans leur vie de tous les jours. Mais même si on a des arguments, des fois, s'il manque l'expérience transformatrice des consciences par rapport à ce qu'on fait, bah, des fois, on n'a pas forcément envie de les mettre en place. Donc, c'est pas juste une petite pause bien-être, comme un stage tennis ou un stage, comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est bien, mais après, ça dure pas. C'est un changement des trajectoires. C'est qu'on vous propose sur la santé. Et c'est basé sur voilà, des choses qui sont scientifiques, mais aussi ancestrales. Et si vous n'êtes pas capable de les faire seul, vous pouvez les faire avec cet accompagnement. Et moi, j'aurais été pas capable de les faire seul, sans forcément tous mes mentors et toutes les personnes, tous les coachs qui m'ont aidé. Alors, c'est sûr. Et je continue à en avoir besoin. Là, je suis dans un parcours où j'ai plein de coachs et des mentors qui me suivent sur plein d'éléments aussi de ma santé. Et ça, c'est nécessaire parce que nous avons en permanence besoin d'être guidés, même si on sait plein de choses. Parce que c'est pas juste une question de savoir, c'est une question de qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on sait. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose aussi, Denis. Ah non, mais complètement, en fait, moi, je vais sortir un truc que j'aime bien expliquer. C'est vrai que quand on vous propose un changement, c'est-à-dire qu'on vous propose de créer des nouvelles habitudes, on vous propose de créer des nouvelles connexions au niveau de vos neurones. C'est vrai qu'il y a une fausse croyance, ouais, je dis tout à l'heure qu'on peut débunker des choses, il y a une fausse croyance qui voudrait que pour créer une habitude, il faut 21 jours, 28 jours. Ben, c'est complètement faux, en fait. Il ne faut pas 21 jours ou 28 jours pour créer une habitude. Ça, c'est une fausse croyance, en fait, pour créer une nouvelle habitude. En fonction des personnes et des habitudes, ça peut aller de 16 jours à 250 jours et avec une médiane à 66. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas un renforcement de l'habitude qui peut aller à un mois, 2 mois, voire 3, 4 mois, vous n'allez pas implémenter des nouvelles habitudes. C'est d'où l'intérêt d'avoir un suivi après, d'avoir des possibilités, également de poser des questions, de chercher à prendre le temps d'implémenter. Moi, j'ai vu trop de personnes dire, oh là, j'ai pas réussi à changer en 28 jours, je changerai jamais. Ben non, c'est juste parce qu'il faut être patient, il faut être aussi doux et bienveillant envers soi-même. Une habitude, ça prend du temps. Et puis parfois, c'est beaucoup plus facile de revenir à des anciennes habitudes. On voit bien, par exemple, des gens qui, je dis n'importe quoi, ont arrêté de fumer. Ben, ok, parfois il peut y avoir des rechutes. Et une rechute, c'est pas un échec. Une rechute, c'est juste une rechute. Et c'est exactement la même chose par rapport à tout ce que vous pouvez apprendre. Si vous dites, ah ben, après le stage, je vais prendre des douches froides tous les jours, vous allez peut-être faire ça. Au bout d'un certain temps, vous allez peut-être arrêter de le faire. C'est pas un échec. C'est juste que vous aurez expérimenté quelque chose et vous le reprendrez peut-être ou pas un jour en fonction de votre envie et vos besoins. Mais rappelez-vous qu'en tout cas,
Pour créer une habitude, il faut du temps, d'où l'intérêt d'avoir un accompagnement après. Il y a une question d'Amandine, peut-être pour toi, Denis. Tu parlais habitude des 16 jours à combien des jours? Oui, j'ai répondu Ah, en tu as deux. déjà répondu. Bah, tu Ouais, peux j'ai répondu rattraper. 254. J'ai aussi répondu à Mélanie là, par rapport au fait d'être à Tahiti, donc ça pose aucun problème, puisqu'après la prestation est entièrement en ligne, donc ça, il n'y a pas de souci. Concernant le logement, ben, c'est le logement est sur place, hein, le prix inclut le logement. C'est un lieu Réservé. Ouais. qu'on a réservé Ça inclut le logement ouais, et et la bien sûr la nourriture. nourriture et bien Ouais, sûr les activités. Donc c'est tout inclus en fait. ouais. Pour que vous soyez juste guidé par rapport à cette expérience. Vous n'avez rien à vous occuper de votre côté, juste à vous rendre sur place pendant l'expérience immersive. Et pour les rendez-vous en ligne avant et après, on prend juste un rendez-vous en fonction des horaires. Certains rendez-vous sont ensemble, certains rendez-vous sont individuels. Et on fera ça avec moi et Denis. Mm. Et aussi Chaya. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces parcours? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Euh, Alors, les rendez-vous post-stage sont un individuel, certains, et un groupe d'autres. Donc, notamment avec moi, c'est plutôt des rendez-vous des groupes, et avec Denis, c'est plutôt des rendez-vous en individuel. Mm. Et comme ça, certains éléments, ça nous permet d'aller un peu plus vite ensemble, parce que c'est les mêmes choses qu'on doit faire tous. Et puis d'autres fois, vous avez vraiment besoin de faire un one-to-one. Et donc, c'est un parcours aussi que moi, j'ai continué à faire avec la mesure. J'ai fait des tests en permanence. Ça m'intéresse beaucoup de mesurer mon état. Et puis, je les teste aussi avec des défis, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, c'est important. Alors, Mélanie demande est-ce qu'on peut y participer si on souffre des problèmes d'addiction? Denis, je te laisse peut-être donner aussi ton input par rapport à ça. Alors, je ne sais pas de quelle addiction il s'agit. Quelle que soit l'addiction, j'aurais presque tendance à dire que une fois le stage passé, tellement tu vas vivre des trucs super que peut-être que l'addiction, elle sera plus là. On ne sait pas. Donc, Alors, non, non, oui, il y a aucun souci là-dessus. oui, tu peux nous envoyer un mail, en fait, si tu veux en parler un peu plus. Comme ça, Ouais, on pour peut en te savoir plus, donner ouais, bien sûr. une réponse plus précise. Mm, Et je sais par expérience que certains de ces outils que moi j'utilise, comme la respiration et l'effroi, aident et sont aidés dans des centres contre l'addiction. Donc, j'ai ouais. formé des personnes dans mes stages qui travaillent dans des centres contre les addictions de tout type. Et ça permet de trouver une autre motivation et une autre énergie. Bah, de toute façon, pour être très très simple, hein, pour être hyper schématique, hein, l'addiction, c'est un problème de dopamine et on sait que toutes ces exercices ont une influence sur la dopamine. Donc, en soi, voilà, on peut supposer qu'il y a un effet. Évidemment, on peut rien prouver, on peut rien promettre, mais on peut supposer qu'il peut y avoir des effets vraiment intéressants. Merci, Denis. Il y aura sûrement aussi un lien avec les émotions, mais on parlera aussi de ça. Mm, En tout cas, c'est un beau parcours sur plusieurs plans. Vous avez compris, c'est le plan physique, mais c'est aussi mm, le plan mental, c'est aussi le plan énergétique de nos émotions, qui est quelque chose qui va bouger avec ces parcours. mm. Et, et puis, Amandine qui demande est-ce que c'est possible de manger frugivore? Bah, si tu es frugivore, Amandine, oui, il n'y a pas de souci. Tu Oui, ne- bah, de toute façon, c'est une ferme biologique, botanique. Donc, si après, Oui, en c'est soi, l'objectif aussi de ces lieux. En fait, effectivement, c'est le village potager. Ils ouais. produisent beaucoup de choses sur place, mais une fois qu'on Ouais. le sait à l'avance, c'est pas difficile. On ne sera pas en pleine montagne à 4000 mètres. Des fois, j'organise des stages, voilà. En pleine montagne à 4000 mètres, c'est plus difficile. Quoique, j'ai trouvé des choses, mais là, c'est facile. On est à Fontainebleau, proche de Paris. Super. Eh ben, c'est des bonnes questions qui arrivent. Brigitte te demande, Denis, je te laisse répondre par rapport à sa question. 70 ans, traitement pour hypertension, non, ça pose pas de problème particulier. Euh, bon, le bain froid, quand on a 70 ans, bah, il faut être sûr qu'au niveau cardio, ce soit correct. Euh, Ça, à la rigueur, il vaudrait mieux qu'on en rediscute.
Je pense On qu'à partir adaptera, hein, par rapport au froid. L'idée, c'est pas non plus de se plonger dans la glace pour se ouais, plonger dans la glace, hein. Donc, ouais, l'idée, c'est d'utiliser des protocoles qui sont pour tout le monde accessibles avec les voilà, froids ou les chauds. Donc, c'est pas tout à fait, forcément. Hmm. tout à fait. Âge minimum, oui, il faut être majeur. Pour ceux qui ne veulent pas de bain froid, ben pas de bain froid, hein. Pas Oui, de- c'est une partie du stage, c'est une activité. Ouais, Et- y a aucune obligation, hein, de toute façon. Ouais, tout à fait. C'est juste, on propose des expériences, hein. Après, c'est pas, il y a rien de Oui. dogmatique, hein. Non, c'est rien de dogmatique, rien d'obligatoire non plus. C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est parce que vous faites un choix Mm. de faire un certain nombre d'actions, mais jamais vous allez être obligé. Et ça, c'est les principes aussi du changement et de l'hormèse. Ouais. Si quelque chose est imposé, ça ne va pas fonctionner, hein. Non, mais maintenant, si vous voulez venir avec votre McDo, y a pas de souci, hein. Nous, on propose bio et local, mais maintenant, si vous voulez venir avec du McDo, c'est OK. En fait, l'idée, c'est justement de vivre des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de vivre et d'expérimenter. C'est un peu se challenger et c'est toujours assez intéressant de se challenger. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et progresser. Et après, je vois Valérie qui dit qu'elle ne nous entend pas, mais je pense que les autres nous entendent. Donc, Valérie, peut-être c'est un problème Ouais. de ton côté, mais il ira en replay. Comme ça, tu pourras regarder. Et après, si tu as des questions, bien sûr, que Mm. tu pourras nous demander. Il y a David aussi qui nous dit merci pour cette présentation. Alors, par rapport au rendez-vous, les premiers rendez-vous en visioconférence, ça va être probablement début septembre pour se préparer à quelques semaines de l'événement. On Bah, n'a il pas faut, encore la ouais. date précise, mais ça sera communiqué. Et il y aura de toute façon plusieurs dates dans les cas de ces rendez-vous. Donc, on vous communiquera ça une fois que vous êtes inscrit, quand les groupes est formé, environ voilà, 12 personnes. On voit aussi par rapport aux dates ensemble. Donc, c'est pas un problème par Bah, disons rapport que à... pour ma part, dans la mesure où il faut quand même un certain délai pour les résultats des bilans, autant que possible, l'idée c'est de commencer à se voir dès que vous êtes inscrit, de manière à gagner du temps par rapport aux résultats. Oui. Donc, et par rapport donc au rendez-vous individuel avec Denis, dès que vous êtes inscrit, Mm. effectivement, on va vous mettre en relation, comme ça vous commencez. Et Brigitte demande, y aurait-il d'autres dates? Pour l'instant, non, Brigitte, on a une date qui est à septembre. Et c'est voilà, c'est cette date-là Bah, pour l'instant. je dirais ça, ça dépend de vous. Comme dit Léo, c'est une première. Ça fait déjà un certain temps qu'on se connaît avec Léo et qu'on en parle de ça. Euh, Nous, on est très très chaud pour en faire très régulièrement. On en a dit avec Léo qu'on aimerait bien faire ça 2 fois par an, à condition qu'il y ait des personnes. C'est sûr que s'il y a un ou deux inscrits et qu'après il n'y a plus personne qui vient, on ne sera pas très tenté de recommencer. Et par contre, si ça déborde, très clairement, on recommence dans 6 mois. Ça dépend de vous. Tout à fait. En général, en Italie, on le fait un à deux fois par an. Mais comme là, je ne sais pas, c'est la France, pour l'instant, il y a une date. Donc, si vous êtes motivé et pour l'instant, c'est ça qu'on vous propose, mais pour la suite, on verra avec Denis, hein. Peut-être qu'on en fera dans d'autres pays aussi. Ah oui. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions dans les chats qui arrivent. Je vous repartage dans les chats les liens pour bien noter les codes des réductions. À Tahiti, ouais, moi je veux bien venir à Tahiti. Voilà. Je vous remets les liens ici. Et puis, ah oui, semaine des jeunes annuelle. Très bien. Effectivement, c'est très complémentaire. C'est un autre bon outil. Et j'ai remis à nouveau les codes des réductions que vous avez, je vous rappelle, il est valable pendant 3 jours pour vous inscrire à ces parcours. Voilà, il est à nouveau comme ça dans les chats. Vous ne le perdez pas. Puis si vous avez des questions pour moi ou pour Denis, vous pouvez nous écrire un mail. On verra donc de vous répondre
des façons plus spécifiques, s'il y avait encore des choses. Toi, Denis, tu vois d'autres questions ou d'autres choses que tu veux ajouter? Bah, après, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport aux conférences, c'est vraiment une question d'échange. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Pour me contacter, vous pouvez me contacter euh, via Léo ou bien sur LinkedIn. Je réponds aux messages privés sur LinkedIn très rapidement. Donc, Super. Eh ben, on a partagé toutes les infos. merci. Vos retours. Merci beaucoup pour votre présence. On- Et puis, on se retrouve vite pour ceux qui se rendaient la partie pour ces parcours, pour commencer à suivre ces changements des routes. Euh, Qu'effectivement, c'est jamais trop tard pour commencer, mais c'est non plus jamais trop tôt. Ouais. Et merci, Denis, pour aussi tous tes conseils, tes Merci partages. à toi. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ah, sur LinkedIn, ah oui, mon nom, hop, voilà. Super. Bah, Ok. très bien. Merci, Denis. Merci tout le Allez, monde. À vous pour l'écoute et bonne soirée. Ciao, bonne ciao. soirée. Au revoir.